Pourquoi ne pas? C'est maintenant. Cela s'impose au pays. Que les députés y réfléchissent. La Côte d'Ivoire doit, et c'est de l'absolu, créer son temple, son panthéon. Il y a des valeurs non valorisées, des légendes sans histoire, des talents non reconnus. Vivement le panthéon ivoirien. Ne pas le faire, c'est brûler la mémoire de ce beau pays, dont le succès repose sur l'agriculture. Le panthéon, on le sait, après la grande révolution française, a été le lieu où l'on célébrait, consacrait les valeurs républicaines, les personnages qui auront marqué la nation. Comme on le voit, ne peuvent entrer au panthéon toute personnalité du monde littéraire. On en a eu dans ce pays Bernard Dadier, Zadi Zaourou et bien d'autres. Des personnalités scientifiques, une kyrielle au portillon du ministère en charge de la santé. Des personnalités issues de la culture. Dieu seul sait que ce pays en a enregistré de grands noms. Ernesto Guégué, Alpha Blondy, Mewé, Asalfo, Agué Daniel, Assondé Fargas, Gou Michel, Akissi Delta, des personnalités du monde sportif. D'abord le cas du football, Laurent Pokou, Kaleb Biali, Abdoulaye Traoré, Ben Badi, Yaya Touré, Didier Drogba, ces légendes qui ont leur place au Panthéon, notre Panthéon à nous. En athlétisme, Gabriel Tiako, Gaoussou Kone, Ndri Paulette, Murien Aouré, Talou. En taekwondo, Arsène Zirignon, Patrick Remac, Cissé Salah, Gbagbo Ruth, ces monstres du tatami. Des hommes, des femmes, de la communication, des médias, Joseph Diomandé, Fulgence Kassi, Georges Taïb Belson, Ben Soumaoro, Boubacar Kanté. Vivement le Panthéon ivoirien. Ce beau pays qui a nourri le monde, le café et le cacao, n'ont-ils pas leur place dans ce temple de la mémoire? La Côte d'Ivoire, seconde nation de Dieu, de femmes carrées, située en Afrique de l'Ouest, un beau pays. Un pays riche, en jugé par ses bâtisses, ses belles plages. La Côte d'Ivoire émergente, c'est ce vaste chantier à travers tout le pays. Les échangeurs, les belles routes. Qu'elle est belle, cette Côte d'Ivoire, qui ne sait de sourire au monde, qui sait dédramatiser les situations les plus chaudes. Les Ivoiriens, princes de l'humour. Oui, tout est dans l'humour. Qu'elle est belle, cette Côte d'Ivoire, qui deviendra la capitale de l'Afrique en 2023, à la faveur de la CAN de football. À l'inverse, qui n'est pas beau, ce beau mêle. En amical, il prend les mêmes et recommence. Qu'elle est belle, charmante, élégante, gracieuse, le regard envoûtant, la silhouette de fée, la tête pleine. Qu'elle est belle. La vitrine de la Côte d'Ivoire sur le monde, Olivia Yassé, deuxième dauphine Miss Monde. Quel honneur. Elle propulse ainsi la Côte d'Ivoire sur le toit du monde de la beauté. Quelle soirée. Or donc, ce n'est pas uniquement au football, avec son insoutenable épreuve de tir au but, que le rythme cardiaque augmente. Même au concours de beauté, le suspense est tout aussi énorme et entier. Il est 2h50 du matin. La finale se joue entre les 12 plus belles filles du concours mondial. 10 ont été pendant ce temps appelées. Olivia toujours pas. Quel suspense. La 11e et la 12e sont convoquées, admises pour la finale. Toujours pas de Olivia Yassé. Au point où on a eu de la peine à écouter le présentateur de la cérémonie. Il y a donc de l'ex-aequo à la 12e place et d'entendre Côte d'Ivoire. Délit total au pays. Preuve que la Côte d'Ivoire ne dormait pas en ce moment-là. Olivia Yassé arrache ainsi son ticket pour la finale. Terrible moment. Arrive le dénouement. Olivia est consacrée deuxième dauphine de Miss Monde, l'équivalent de la médaille de bronze aux Jeux Olympiques ou à la Coupe du Monde. Bravo beauté. Olivia, le pays te doit de belles olives à l'image de ta beauté. Merci, jeune dame. Tu mérites le Panthéon ivoirien, une fois créé. Voilà la vérité. VDS, à son 1386e numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire. Premier sur l'info et le sport. Je suis Rachid Sankwasi, fier d'être ivoirien, fier de jouer pour la Côte d'Ivoire.
Un tour du côté de LTI Digital, Elidion et Diaby Elag nous disent que on commence cette émission avec 1116 personnes touchées. Hier, on a fait un petit bond, 6811 personnes touchées, c'est pas mal, mais on peut encore améliorer pareil score. Merci à vous qui suivez Radio Côte d'Ivoire. Merci pour cette grande fidélité. 5 avril 2022, Assemblée générale modificative du fameux article 47. 23 avril 2022, Assemblée générale élective du président de la Fédération ivoirienne de football, CONOR, membres actifs, publics, candidats, journalistes, tous sommes fatigués. Sommes-nous en train de sortir du tunnel? Y a-t-il encore des points à traiter ou à élucider pour une bonne et parfaite tenue de l'Assemblée générale élective du 23 avril? On en parle ce soir encore avec nos consultants en studio, comme en bout de ligne. Noël Yapo, bonsoir. Bonsoir, Rach. Martial Gorou, nous vous saluons. Bonsoir, Rachid Descent. Et en studio, on a Mourou Bané, bonsoir. Bonsoir, Rachid Descent. Salut Djumane, recevez nos salutations. Bonsoir, Rach. Ami André s'occupe des opérations techniques, réalisation, le jeune Eric Kadou. Bienvenue chez vous, Radio Côte d'Ivoire. Avant d'ouvrir le débat, contentons-nous de jeter un œil à la fenêtre. Patrice Baumel a rendu public la liste des joueurs devant affronter en amical la France et l'Angleterre. Le sélectionneur qui n'a toujours pas changé ses changements brusques à 3 ou à 5, en quête de renouvellement de contrat, prend les mêmes et recommence. Tellement satisfait de leurs prestations au Cameroun, monsieur reconduit pratiquement à 96% l'effectif qui était à la CAN. Baumel reconduit pourrait même sélectionner tous ces cadres leaders de banc qui ne jouent guère, mais qui sont titulaires en équipe nationale. Je souffre déjà pour la CAN 2023. Réaction de quelques Ivoiriens abordés dans les rues d'Abidjan, dans ce qu'on pourrait appeler dans notre jargon le micro-trottoir. La liste elle est encore très bonne. Baumel doit essayer d'aménager un peu les joueurs, ceux qui n'ont pas joué, permettre aussi aux nouveaux joueurs de se mettre en mouvement. Yaté, Acho, Jean Gabin. C'est une bonne liste, c'est quand même de bons joueurs aussi. Je trouve que c'est bon, c'est bon. J'ai confiance s'ils jouent avec le cœur, comme la manière qu'ils ont joué à l'Algérie. Il n'y a pas de problème. Sylvain Bier. Bon, la liste est parfaite, à part les nouveaux joueurs qu'on ne maîtrise pas. Mais moi, j'ai un mot à dire, surtout au côté de l'entraîneur. Donc, l'entraîneur n'a qu'à se revoir. Il fait des placements un peu trop mitigés souvent. Donc, sinon, les joueurs, franchement, la Côte d'Ivoire a de bons joueurs. Marie-Charles Nemlin, ancien footballeur international de Côte d'Ivoire. La liste de Baumel, apparemment, je pense que c'est la même chose, sauf quelques changements de 3 ou 4 joueurs. Sinon, c'est les mêmes. Parce que je constate que Beau n'est pas là. Je constate aussi que Tapé Ira de FC Sampdoria n'est pas là. Wilfried Canon n'est pas là. Donc apparemment c'est bon, c'est presque les mêmes effectifs de la CAN. Dans l'ensemble, les ténors habituels sont encore présents. Voilà. On a ajouté quelques petits sons neufs, mais les ténors y sont. Traoré, Lassina. J'ai rien contre la liste, mais le seul problème est que je ne sais pas ce que l'entraîneur trouve à cet attaquant Kwame Christian, qui a plusieurs fois eu sa chance, mais qui ne l'a pas saisi, à défaut d'appeler Konaté Karim de la SEC. Messieurs, vous avez écouté quelques Ivoiriens. Dites-nous quelque chose. À commencer par Martial Gorou, satisfait de la liste de Baumel, même si on va en amical? Bon, je pense que on ne peut pas bouleverser de février à mars tout un groupe. Je sais qu'il y a des surprises. Il y en a trois jeunes loups dans l'oncle qu'il a lancé, qui seront pour les premières sélections. Il y a Mohamed Koné qui est gardien, Ismaël Diallo qui est latéral gauche, et puis Ismaël Diallo Kessin, Mohamed Koné et Paul Edgar Akwakou. Donc ça fait les 3 nouveaux, les surprises. Et puis bon, quelque part, on note des retours, des gens qui étaient absents à la CAN, Wilfried Boli, Hassan Kamara, Abadou Emmanuel, et puis bon, quelques absences comme Delis Simon, Wilfried Pelon, Kadim Konaté, et puis le gardien de San Pedro, il a tapé et les airs. Moi, je pense quand même que c'est quand même un bon groupe, parce que ceux qui étaient à la CAN font office des cadres. Donc on ajoute du 109 avec des jeunes loups, comme je l'ai dit tout à l'heure, au nombre de 3. Et puis il y a certains qui étaient quand même dans la liste de Baumel,
depuis qu'il est arrivé, mais qui, pour diverses raisons, n'était pas à la CAN. On ne bouleverse pas tout de janvier à maintenant. Ça veut dire qu'on était tellement satisfait de cet effectif qu'il fallait reconduire. C'est ce que vous voulez dire en un mot? Non, en fait, c'est pas ce que je voulais dire. Raj, tu sais, le sélectionneur, il est venu, il était là depuis quelques années. Il a travaillé avec un groupe et c'est dans ce groupe qu'il a puisé pour constituer les différentes équipes. C'est vrai que la Côte d'Ivoire n'est pas loin à la CAN, mais je pense que pour ce qu'on a vu, même s'il y a des regrets, il y a quand même de la bonne graine. Donc à cela, il a ajouté de jeunes pour insuffler du sang neuf, et puis certains qui étaient là, même pour des raisons diverses, qui n'étaient pas à la CAN. Donc je pense qu'on ne peut pas bouleverser en moins de 2 mois tout un effectif. Il faut d'abord construire sur l'existant et l'améliorer, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Noël Yapo, c'est du réchauffé cette liste de Baumel? Oui, un peu, je veux dire à 90% d'y réchauffer. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que, à mon sens, la sélection à l'équipe nationale, ça doit être de prendre ceux qui sont les meilleurs du moment. Et je constate que dans cette liste de réchauffés, il y en a même qui dans les clubs ne jouent pas en ce moment-là, qui sont à leur poste, et qu'on ne peut pas utiliser l'équipe nationale pour les relancer. Ça, je ne suis pas vraiment d'accord avec, mais j'ai l'impression que c'est ce que l'entraîneur fait. Certains qui ne jouent même pas à leur club, dans leur club, qui ne sont même pas titulaires. Et par rapport à d'autres qui sont en ce moment très bons dans leur club, on doit pouvoir en équipe nationale appeler ceux qui, au moment où on appelle, sont les meilleurs au moment précis. J'ai l'impression encore que Baumel n'a plus sa tête en Côte d'Ivoire. S'il nous balance comme ça, il n'a toujours pas réglé le problème. Seko Fofana, pourtant il est mieux à son poste. Qu'est-ce qu'on fait? Je voudrais dire simplement qu'on est sorti de la CAN, disons, les armes à la main. Les armes à la main, pourquoi? Parce que l'Égypte qui nous a battus au tir au but n'a pas montré une certaine domination intrinsèque du football sur la Côte d'Ivoire. On retient qu'on a été éliminé. Nous avons été éliminés, on a été éliminés. Je suis d'accord, nous avons été éliminés, mais nous ne pouvons pas quand même jeter aux ordures cette équipe-là. Elle n'a pas fait piètre figure. Elle a donné le meilleur d'elle-même. Elle est allée jusqu'au tir au but et n'eût été cette déconcentration de l'arrière central Eric Bailly, je pense que les tirs au but, on pouvait quand même s'en sortir. Aujourd'hui, on ne peut pas quand même effacer toute cette équipe. Mais il a pris quelques nouveaux, pour faire un savant dosage d'anciens et de nouveaux, pour que les jeunes à l'avenir puissent prendre la place des anciens. Ici, par exemple, on se rend compte que le problème de Seko Fofana demeure. L'enfant qui est né en Europe, à Paris, continue de faire quelques résistants pour ne pas venir à la sélection. Mais c'est de longtemps qu'il faut faire. Il faut pouvoir, je l'ai dit souvent ici, il faut le draguer. Il faut l'amener à aimer la Côte d'Ivoire, à éventuellement à venir jouer. Il est venu une fois et il semble-t-il, je crois que c'est un article même de Choualo que j'ai lu, Baumel aurait dit à Seko que s'il venait, il va jouer remplaçant, si je ne m'abuse. Bon, c'est ce qui retient le petit. Il faut qu'on lui donne de l'assurance qu'il ne vienne pas jouer les remplaçants. Comment un sélectionneur peut dire à un joueur appelé en équipe nationale, si toi tu viens, tu joues remplaçant? On ne s'est jamais dit. Est-ce que quand vous regardez Charlio, vous voyez cette sélection, ça donne déjà quelques éclaircies à l'horizon de 2023? C'est cette équipe-là qui gagnera la Coupe chez nous? Non, mais je voulais dire aussi que je n'ai pas totalement fini quand tu m'as donné la parole. 30 secondes. Oui. Je voudrais simplement dire que cette équipe est à parfaire. Tout le monde veut la perfection. Mais je pense que c'est progressivement, ceux qui ne vont pas montrer fière allure, on va les extirper du lot. Et puis bon, on fera avec les nouveaux qui viennent. Ouais. On a le jeune Konaté Karim. Qu'on a sorti, alors qu'on pouvait l'essayer en double de Alain, on le sort. Les Christians qui n'ont toujours pas prouvé, il y a un auditeur qui a dit dans ce micro-trottoir, c'est eux qui sont là. Et Bailly, qui est remplaçant éternel à son club, il est titulaire en équipe nationale. Vraiment, Ok, vous avez fini maintenant, non? Ok, j'ai fini. Salut. Écoutez, c'est une liste, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Quand tu regardes, il a reconduit les mêmes joueurs, à part l'arrivée de Mohamed Koné, du Havre, qui joue en Ligue 2,
et de Paul Edgar Akouokou de Betis Séville. Et puis, il appelle aussi Ismaël Chester Diallo, Ajaccio Ligue 2, qui était avec les U23 au JO. Maintenant, quand tu regardes, est-ce qu'il a résolu le problème lorsque Franck Kessié n'est pas là? Lorsque Franck est sorti à la CAN. Il n'a pas sa doublure. Est-ce qu'il a résolu ce problème-là? Je dis non. Je vois que sur le côté gauche, il va sans doute. Il y a trois joueurs, Hassan Kamara, Justin Konan, Ismaël Chester Diallo, etc. Maintenant, moi, mon problème, je vais te dire la vérité, mon problème, ce n'est pas la liste. Mon problème, c'est l'entraîneur lui-même. Parce que moi, je dis, la Côte d'Ivoire. Le sélectionneur. Oui, le sélectionneur, oui. Parce que la Côte d'Ivoire est un vivier important de footballeurs. Cette liste-là, on peut même composer une autre liste de joueurs ivoiriens. Parce que quand tu regardes, tu vois, il n'y a pas Koulibaly Fousseni qui joue à l'Espérance de Tunis, qui est un très bon joueur. Karim Konaté. Mais il y a une incohérence chez M. Baumel. Franchement, Karim Konaté, aujourd'hui, c'est le fer de lance de l'équipe de la SAC Mimosa en Coupe de la Confédération. On ne le prépare même pas. C'est-à-dire qu'un garçon que tu as convoqué, que tu as sélectionné pour la CAN, et tu viens, tu brises son élan. Mais moi, franchement, je me pose des questions. C'est pour ça que je dis, Baumel n'a plus sa tête en Côte d'Ivoire. Parce que ce garçon-là, c'est quand même l'espoir, l'une des promesses du football ivoirien, Karim Konaté. Mais de grâce, quand même, tu peux être aussi incohérent. Okay. Quand tu vois Diallo Ahmed, le petit Ahmad Diallo, on l'a brûlé. Il a complètement sorti le petit, alors que c'est les jeunes qui, demain, c'est eux qui vont guider cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais moi, je me pose des questions. Ok, nous y reviendrons en plus dans les détails dans les jours à venir. C'était une lucane sur cette équipe nationale. Allons au débat. On va faire un petit tour sur notre partenaire qui, l'année dernière, avant la CAN, a essayé de venir nous soutenir un peu au niveau de VDS. Je vais parler de Candes BDP. Monsieur le général, bonsoir. Bonsoir, Rach. Monsieur Christ Godingue, il s'appelle. Au moment où vous allez peut-être tirer un trait sur ce partenariat, peut-on avoir un peu votre sentiment? Comment avez-vous réagi face à la communication lancée par Radio Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez touché la cible? Est-ce que vous avez été satisfait? Effectivement, j'ai été satisfait. Parce que à chaque fois que nous passons, après beaucoup d'appels, je pense que les gens m'appellent de partout, au fin fond de la Côte d'Ivoire, à l'intérieur, partout. Donc c'est bon. C'est bon. Aujourd'hui, c'est que le public, les Ivoiriens se sont vraiment manifestés. Vous êtes libre de venir quand vous voulez pour continuer un autre partenariat. Vous avez tout le temps. Mais d'où est venue votre satisfaction? L'intérieur, Abidjan, quel est le public qui a fait vraiment mouvement vers vous? L'intérieur. L'intérieur? L'intérieur, oui. L'intérieur. Je rappelle que vous êtes basé aussi à l'intérieur. Je suis à l'intérieur, à San Pedro, Daloa, Yamoussoukro, Daoukro, et puis Abidjan. Mais le concept est un sportif, un terrain. Est-ce que les sportifs se sont bousculés, honnêtement? Pour le moment, des anciens sportifs qui sont à la retraite dans leur région se sont bousculés un peu. Sont bousculés. D'autres ont appelé, je suis sportif, je suis un ancien sportif. Il y a eu le président de la fédération de rugby m'avait appelé. Est-ce que vous êtes rentré en contact? Pas pour l'instant. C'est dans le président de la fédération de boxe. Oui. De boxe? Oui. Ah bon? La fédération ivoirienne de boxe. Qui vous a touché? Oui, qui m'a appelé. Elle m'a laissé aux soins de sa chargée de communication. Il y a que des dames handballeuses et autres, le groupe des Namama qui était venu également, parce que j'ai piloté pour votre compte cette opération. Et je pense que dans les semaines à venir, ces femmes-là viendraient vers vous pour asseoir quelque chose de très fort également, parce qu'elles sont une trentaine, la génération de 1980, et je pense que ça vous ferait l'affaire. Elle-même, elle est dedans, Namama. Elle est dedans. Elle est dedans. Elle sera dedans. Donc, je lui offre un terrain. Un don. Parce que, sincèrement, c'est une dame qui a fait la fierté de la Côte d'Ivoire.
Ah, Nadège, si vous nous écoutez, faites vite, vous m'appelez soit au sorti, sinon je prends votre dossier. On vous offre pour ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire un terrain, dont du directeur général de Candace. Mais tu diras Nadège ou bien Nadège. Les paroles disent Nadège. Merci pour ce geste, honnêtement. Alors, que retenir de ce partenariat en un mot? Non, c'est un bon partenariat. Je pense que je vais revenir parce que Radio Côte d'Ivoire, vraiment, c'est une radio qui est écoutée partout. Au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui m'a appelé des États-Unis par cette radio pour le projet. Donc, je pense qu'il faut renouveler cela. On est vraiment satisfait. Ouais. Les terrassements et autres, c'est terminé pour les éventuels abonnés, les clients, c'est bon? Ou bien les travaux avancent? Les travaux avancent. La première des choses, c'est l'acquisition des terrains parce qu'il y a une masse de personnes qui vont venir. Donc, il faut d'abord avoir beaucoup de terrains. Voilà, maintenant, continuer de les aménager pour que ceux qui viennent soient satisfaits. D'accord. Parce que pour cette année-là, nous visons au moins 1 million de personnes, 1 million d'Ivoiriens satisfaits dans ce projet social. Non, voilà. Ça doit être lourd, hein? Oui. Nous allons le faire parce que nous disons, c'est un engagement que nous prenons. Parce que, vous savez, la fierté d'un homme vient du logement. Je rappelle que l'opération elle-même, c'est avoir un terrain à vil prix, hein? Oui, à vil prix, avoir un terrain à vil prix. Vous rappelez un peu le montant? Le montant, au niveau d'Abidjan, actuellement, nous sommes en train de le faire à 2 520 000. Et dans des zones un peu prisées, on fait le faire à 3 620 000. Mais les 3 620 000 sont payables sur 6 ans à raison de 50 000 francs. Et les 2 520 000 sont payés sur 6 ans à raison de 35 000 francs. Par mois? Par mois. Donc, c'est vraiment... c'est un cadeau. C'est tentant, hein? Oui, c'est très tentant. C'est un cadeau. Et puis après cela, nous ne laissons pas les gens comme ça parce que donner un terrain à quelqu'un, c'est vrai, c'est un terrain que tu lui donnes. Mais il faut lui offrir l'opportunité de construire la maison de son rêve. Alors, nous allons les accompagner en cela aussi. Je pense que quand le temps va venir, on reviendra à Radio Côte d'Ivoire pour expliquer comment un Ivoirien peut investir pour construire une maison. Charles, même le balayeur de rue. Charles, quand on sort, on le coince quelque part pour faire... pour signer nos contrats. Non, je pense que c'est un contrat qu'il vaut vite signer. On s'en sortit. Pour ne pas que vous soyez appelé à la sortie de la radio. Effectivement, vraiment. Mais Martial et puis Noël, on ne vous oublie pas. Hein, s'il y a quelque chose, on fait ça. Moi, je me ferai fort de prendre votre contact tout de suite. Hein, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok, c'était notre véhicule de parti. Pas vous restez avec nous. Vous aurez le dernier mot pour terminer. Je rappelle qu'on était en partenaire depuis décembre et la CAN a fait qu'on a stoppé. C'est son dernier passage. Il le dit lui-même. Il va renouveler le partenariat. On ne peut qu'être heureux. Ce n'est pas Konaté qui me dira le contraire. On va commencer, messieurs, notre débat. L'attention semble tomber du côté de l'avenue. Une assemblée pour la modification d'un test. Une simple information ou communication ne suffirait-elle pas que d'aller en assemblée? N'est-ce pas là du temps perdu, des efforts gaspillés, surtout intellectuellement? Monsieur, on ouvre le débat. Une assemblée pour aller réécrire l'article 47. Est-ce on ne pourrait pas gagner du temps, communiquer pour dire, bon, écoutez, il y a une modification là. Pourquoi forcément une assemblée générale? Peut-être l'éthique? Oui, forcément une assemblée générale, parce que c'est vrai que tout le monde sait que c'est une recommandation de la FIFA, mais c'est en cela qu'on dit qu'on a une souveraineté limitée. Il faut qu'on fasse une assemblée générale. Si une assemblée générale, soit c'est un simulacre, mais il faut forcément une assemblée générale pour que les membres actifs approuvent cette recommandation, et donc ça va valider, légaliser la décision qui va être prise, et ça va être une décision prise en assemblée générale, et ça va être en conformité avec les règles légales du football international. Une telle assemblée ne prendrait-elle pas du temps? C'est peut-être on va pour liquider, ou ça peut susciter encore des débats? Je pense que chacun sait ce qui nous attend. Il n'y a pas à aller faire encore des débats. Je crois que les points sur lesquels l'Assemblée doit revenir, c'est une Assemblée générale extraordinaire. Sur les points sur lesquels cette Assemblée générale extraordinaire va revenir, on connaît ces points. Et donc, il n'y aura pas lieu de débat. C'est clair que, quand ils vont faire à l'entrée de l'Assemblée,
il va y avoir quelques graissements dedans, comme le président Jacques Anouma l'a dit hier, mais on doit pouvoir sortir de là avec l'adoption, avec les changements selon les solutions de la FIFA. Martial, une telle assemblée, honnêtement, on va juste pour une modification d'un article et puis bon, ça en est fini. Est-ce qu'il est nécessaire encore d'ouvrir le livre de la fédération pour encore spéculer sur tel point? Parce que est-ce qu'on est véritablement sorti du tunnel, honnêtement, après cette modification? Je pense qu'on n'est pas sorti du tunnel. À voilà. partir du moment où la FIFA a dit qu'il fallait 4 parrainages, mais au sorti de la réunion des sages et des clubs, des représentants des candidats avec le CONOR, j'ai vu une publication qui disait que les clubs avaient retenu 5 parrainages, donc ça veut dire 5 est différent des 4. Mais en fait, ce que je voulais dire... Non, ce qui change ici, c'est Je me pose la question, je me pose la question, Rach. Oui. Je me pose la question. Je sais qu'à la dernière assemblée, les clubs proches de Didier avaient proposé, soutenaient les 4 parrainages. Ceux de Sori Diabaté ont soutenu ce projet-là. Et c'est les clubs proches du candidat Idriss qui s'y étaient opposés. Maintenant, je me pose la question. Je n'indexe personne. À qui profite réellement ce blocage? Et parce que s'il y a blocage, ça veut dire clairement que le CONOR va se maintenir. À qui profite le maintien du CONOR? Lorsque je regarde qu'il y a certains clubs qui sont, les présidents de certains clubs qui sont des conseillers occultes de Mme Gabala, à qui réellement profite cette situation-là? Parce que imaginez un seul instant, si la normalisation finit son travail, le nouveau président de la fédération est connu en avril, comme on l'a dit le 23, je ne suis pas certain que ces clubs qui ont profité des avantages du CONOR puissent profiter de ces avantages avec un nouveau président. Et donc je pense que c'est là qu'il faut opiner et c'est là que pose le problème. Martial, nous sommes à Vérité des Sports. Quels sont ces clubs-là qui ont tiré profit du CONOR? Il y a le président de la SEC Mimosa, vous comprenez avec moi que c'est la première fois en Côte d'Ivoire, on voit un club avoir 4 matchs en retard dans un championnat. Oui, mais la SEC avait été en compétition africaine, monsieur. Non, mais M. Ratchingestan, je pense que la fédération, c'est une organisation. Lorsqu'un club va jouer un match en compétition internationale, avant d'y aller, il y a quand même un début de semaine où on peut jouer les matchs en retard. Mais accumuler 4 matchs, ça vraiment, ça se fait rarement à la Fédération ivoirienne de football. Je prends le Sela Club d'Abidjan, qui était dans l'ancien comité de qui devait disputer un match de barrage pour accéder en Ligue 1, mais ce match n'a plus existé, et c'est comme ça que le Sela est monté en première division. Ce Sela-là aussi, je crois, profite de l'argent du CONOR. Okay. Donc, tous ces gens-là, je crois que, logiquement, ne veulent pas que la mission du CONOR finisse, parce que si ça finit, le nouveau président qui va venir n'est pas sûr d'aller dans leur sens. Hier, c'était Bané qui parlait de Maître Roger Ounien, conseiller occulte de Mme Gabala. Aujourd'hui, vous confirmez, vraiment, s'il y a poursuite, ça n'engage que vous. Parce que je ne sais pas si c'est des accusations. Si vous avez des preuves que M. Roger Ounien ou bien Salif Boutego ont travaillé aux côtés de la dame, moi, je pense que c'était peut-être pour faire avancer les choses. C'est pour ça que je disais un jour, Chariot, que si tous les sportifs peut-être faisaient comme le Roger et qu'on accompagnait Mme Gabala, on ne serait pas éliminé en 8e de finale. Moi, je pense que c'est cela. Mais les gens ont pensé qu'il fallait abattre Mme Gabala, mais ils se sont mis un doigt dans l'œil. Je pense que si ça peut profiter à tout le football, je pense que ces conseillers occultes Bané ont joué un rôle important. Honnêtement, je pense. Votre réaction dessus, qu'est-ce qui pourrait bloquer encore ce processus? On va juste pour modifier un test. Est-ce qu'il y a encore matière à débattre pour ne pas sortir de ce tunnel-là? Écoutez, moi je pense que si on doit encore débattre, si on doit y avoir des discussions, c'est vrai que c'est une assemblée générale où il faut débattre, c'est un point. Mais là, le sujet est bien clair. C'est l'article 47 qui doit être modifié, qui doit être adopté. C'est l'article 47 qui a suscité beaucoup de commentaires. Et là, la FIFA est claire là-dessus. C'est 4 parrainages ou rien. Et la FIFA a demandé aux membres actifs d'aller en Assemblée générale pour adopter cet article-là. Donc je pense qu'il n'y a plus de débat. Martial parlait de 5 ou 4, mais ce qui change, c'est la non-catégorisation. Absolument. Voilà. Absolument. Maintenant, pour rebondir un peu sur ce que Martial a dit, en ce qui concerne la SEC, je ne veux pas être l'avocat de la SEC, mais quand même, il faut comprendre une chose. Voici aujourd'hui une équipe qui joue, c'est un cas particulier, qui joue ce match à domicile à l'extérieur. Ouais. Là, il faut prendre ça en compte. C'est pas à l'époque où
tu te déplaces, tu vas soit au Caire, après tu reviens jouer à Abidjan. Mais là, ils vont à Dar es Salaam. Après, de Dar es Salaam, ils viennent à Abidjan, ils vont à Cotonou. Tout le match à domicile se joue en déplacement. Et il y a le championnat. Donc, on peut logiquement comprendre qu'ils aient des matchs en retard. Non, moi je pense que... Donc, je pense que moi, honnêtement, on peut comprendre ça. Ouais. Ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer. Voilà, donc c'est pas du favoritisme, mais ça peut s'expliquer. Et puis, nous sommes en Afrique. Les déplacements, les vols, etc., c'est compliqué. Voilà. Surtout que la SEC n'a pas son avion. C'est pas du favoritisme. Même si vous pensez que Roger a besoin de certaines faveurs, mais je pense que là, aller à Cotonou, aller en Algérie, revenir, repartir à Cotonou, c'est vraiment difficile. Je pense que c'est là qui explique un peu les 4 matchs ou bien 5 matchs en retard. Non, mais moi je pense que c'est pas du favoritisme, je dirais c'est du laxisme. C'est du laxisme. De la part... Et puis... de la part de quoi? Du Conor? Du Conor. Ah bon? Parce que bien avant, tout le monde était informé ici en Côte d'Ivoire qu'il n'y a pas de terrain homologué. Le stade Faux-Boigny est en réfection. La SEC a demandé au ministère, à l'ONS, au Conor, c'est un problème de siège, de faire venir des sièges fixés au stade Faux-Boigny pour qu'on les mette au Champrou afin que les matchs puissent se jouer. Ça a été du laxisme, personne n'a bougé. Et on a laissé faire jusqu'à ce que les matchs démarrent. Et voici comment la SEC a été délocalisée. Et c'est là maintenant que le favoritisme intervient. Une équipe qui a 4 matchs. Je ne pense pas. C'est pas la première fois on voit ça ici. Je viens, s'il te plaît. L'Africain a autant eu de matchs que 5 matchs. Mais nous sommes en 2022. Lorsqu'on vous interpelle qu'il y a seulement des sièges qu'il faut mettre au Champrou et que vous ne le faites pas dans les délais, je pense que c'est du laxisme pour pouvoir favoriser un client, une partie prenante. Et je viens. Le matériel du stade, c'est du ressort de l'ONS, c'est pas du Conor. D'accord. Le Conor, si le Conor certainement fait un suivi, je pense que cela aurait été fait et on n'en serait pas là. Ma question maintenant, qu'est-ce qui pourrait bloquer encore? Maintenant, tu as aussi dit que... J'aurais dit, et je l'assume, que M. Maître Roger Ognien est un conseiller occulte. Je l'assume, d'accord. Je l'ai dit. Mais je dis que, quelque part, si Mme Gabala a pris Maître Roger Ognien, mais nous sommes certains que ce sont Maître Roger Ognien, M. Saleh Bitogo, ce sont des membres actifs du GX. Mais qu'est-ce que ça fait? Tout le monde le sait. Qu'est-ce mais que ça fait? Lorsqu'elle s'entoure de ses membres... Non, je viens. Lorsqu'elle s'entoure de ses membres, ça veut dire qu'elle a pris une partie. C'est pas Jacques Anouma qui fait des médiations. Une partie prenante, non, à l'époque, une partie prenante de la discorde pour pouvoir combattre l'autre partie. Il fallait aussi peut-être choisir quelqu'un qui était neutre dans l'autre camp et avec cette personne, on pouvait mener les différentes négociations. Maintenant, je reviens maintenant à ta question. La question est de savoir est-ce qu'on pourrait sortir du tunnel? On pourrait sortir de ce tunnel. Je pense que ce que les clubs ont proposé, le mercredi 16 mars à 16h, hier, des présidents, dits des doyens des clubs, ont été convoqués à la FIF. Et quand je prends la liste, il y avait Maître Ojonien, Ligue 1, Ouattara Bakari, toujours Ligue 1, et ensuite Ligue 2, et groupement d'intérêt, il y avait Alain Guamene. Adou Nangon, Ligue 2. Adou Nangon, Ligue 2. Oui. Et Alain Guamene, groupement des intérêts, au titre de l'Union des anciens footballeurs de Côte d'Ivoire. Et tous les candidats tous ceux qui avaient retiré des dossiers, se devaient être représentés par 2 personnes. Et quand vous faites un calcul rapide, ça fait 13 personnes, une règle de 3, on se trouve avec 10,67% représentatifs de 81 d'électeurs membres actifs. Donc je me suis demandé, est-ce que ces 10 là sont représentatifs de ces 80? Est-ce qu'on n'a pas fait de l'ostracisme en écartant près de 80%? À l'âge, ton calcul pourrait prendre effet. Si à l'âge, un tel taux, on peut dire qu'il y a eu... oui, là, ce sont des supputations. On a mais maintenant, doyens. je suis en train de vous dire... Roger n'est pas un doyen. Bakary n'est pas un doyen. Nangon Roger n'est pas un doyen. S'il n'est pas doyen, qui sera doyen à sa place? Roger serait des doyens de football en Côte d'Ivoire. J'ai pas fini, s'il vous plaît. Ok, voilà. Donc, je disais... il ne faut pas vous poser la parole. Je ne monopolise pas la parole. Tu me coupes totalement. Tu me fais dire que les 10,67%, certainement que certains vont poser des préalables. Pourquoi on prend des doyens par-ci par-là?
Cela se devait se faire au moment où le Condor venait s'asseoir. D'accord. Et parce qu'ils sont tous sur le même pied d'égalité, les licences ont le même prix, les droits d'affiliation, c'est le même taux, que ce soit pour un club qui est dirigé par un doyen, comme par un club qui est dirigé par un jeune de 18 ans. Donc je pense que s'il n'y a pas de préalable, certainement qu'ils vont trouver un consensus. Je rappelle, vous étiez peut-être en ce moment-là joueur. En 1986, l'Africa, pour jouer, préparer sérieusement sa finale, je pense, avait bénéficié de 8 matchs en retard. Si ma mémoire est bonne, 8 matchs en retard. Ce n'est pas, c'est pas nouveau. Et puis bon, il faut avoir pitié d'un club comme la SEC qui n'a pas suffisamment de moyens d'avion pour aller jouer à l'extérieur. C'est-à-dire, il joue tous ces matchs à l'extérieur. De Cotonou par ailleurs. Je ne veux même pas qu'on... Martial, on ne se comprend pas de favoritisme, c'est un fait je peux rebondir. Très rapidement, on va à la publicité. Je disais que, Rach, vous savez, c'est vous qui êtes en train de dire qu'il faut que le football aille de l'avant. Même si, pas extraordinaire, la date que tu as donnée, l'Afrique a eu des matchs en retard, je pense que dans la gestion d'une fédération, ce n'est pas une bonne chose. Je comprends, mais nous sommes dans une situation exceptionnelle. Donc, on ne peut pas comparer ce qui s'est fait il y a 30 ans à ce qui se fait aujourd'hui. Martial, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Voilà, on cherche à aller vers améliorer les choses. Maintenant, c'est vous qui avez posé le problème. Vous dites, est-ce qu'on ne va pas encore vers un blocage? Vous-même, vous savez que la FIFA a demandé 4 parrainages. Et hier, au sorti de la réunion à la FIFA, les gens ils ont dit qu'il y a 5 parrainages. Mais maintenant, moi, je me pose la question. À qui profite cette situation? Pourquoi il y a des gens qui refusent d'aller dans le sens de la FIFA? Je vous pose la question. À qui profite ce blocage-là? Oui, mais c'est pourquoi je dis que logiquement, ceux qui n'avaient pas voulu changer les 8 parrainages, c'est les gens du GI. Et de façon assez étrange, c'est ceux qui font partie des conseillers de Madame la Présidente. Okay. Mais lorsque je réfléchis, je suis quand même un homme. Quand je réfléchis, je me dis, mais attends, pourquoi ces gens-là ne veulent pas changer leur position? Qu'est-ce qu'ils gagnent en bloquant le système? Mais ce qu'ils gagnent, c'est que le Condor, leur ami, reste en place. Et ça, je crois que c'est ça réellement la vraie raison de ce qu'ils sont en train de faire. D'accord. On va pas faire un autre débat sur cette préoccupation, parce que moi je pense, si Martial peut apporter un plus au Condor, libre à vous de le faire. Pourquoi est-ce qu'on va interpréter? Ne décrochez pas. On fait de la réclame et puis on revient dans ce débat. Encore une fois, ils sont nombreux à nos écrits. On ne pourra pas tout dire. On va faire quelques touches et puis bon voilà. Bonsoir Monsieur Amadou Koné, ce sont les présidents du club qui eux-mêmes qui sont fatigués de cet aller-retour. Je pense qu'ils vont être prêts pour sortir de cette crise. Monsieur Eouma Tano, je pense que les présidents de club gagneraient à respecter les directives de la Confédération africaine de football et de la FIFA. Monsieur Yao Edouard Langba, bonsoir M. Rach et à vos consultants. Autant de fois qu'il y aura des insuffisances dans notre test fondamental qui régit le football ivoirien, et on ira de report en report. Nous ne devrions pas être dans le fétichisme des dates. Allons doucement, mais sûrement, car plus qu'un simple sport, le football est devenu une industrie. Monsieur Serge Kwame Kofi, bonsoir M. Rach. Pour moi, c'est une porte de sortie si les présidents de club veulent réellement l'avancée du football ivoirien. Monsieur Blaise Kwasi, à y voir de près le système de parrainage qui fait les temps couler d'encre et de salive est au-dessus de l'élection. Alors que le président doit être élu, les différents votants doivent accepter de confronter leur voix dans les urnes et non dans le parrainage qui est antidémocratique. Autre réaction, celle de M. Doumbé Koné. Bonsoir, M. Rach. Je pense sincèrement que nos dirigeants doivent être sérieux. Nous devons sortir définitivement de cette situation. Beaucoup d'autres ont écrit. Je voulais les saluer, messieurs. Merci. Noël Yapo, on va peut-être tellement boucler avec vous. Au regard de tout ce qui est dit, blocage par là, il faut avoir le courage de le dire. Depuis qu'il y a eu l'instauration de la subvention, nos présidents n'ont plus fait d'efforts
Il y a d'autres même qui ne prennent même pas le temps de lire les statuts. L'inculture totale, ce n'est pas eux tous. Mais il y a un président qui disait comme ça que le français de Martin Bleuou est trop fort, je ne comprends pas. Et puis il sort. Mais ce monsieur-là, s'il a écouté, quelle est la part de responsabilité du blocage de certains dirigeants de l'Oriapo? C'est là toute la vérité. Et comme tu l'as dit, il faut avoir le courage de se dire la vérité. J'ai écouté Martial tout à l'heure. On est encore dans le système où les présidents de clubs, au lieu de penser au développement du football, pensent aux petits calculs, aux petits intérêts qu'eux-mêmes ils peuvent avoir avec les différents candidats. Et je te dis, là, on ne sortira pas de cette crise-là. On ne sortira pas, on va même pas rentrer dans un tunnel ou en sortir, mais parce que simplement, aujourd'hui, c'est une affaire de quand M. Idriss sera élu, alors il y a ceux qui ont mené le combat et le GIS qui seront derrière, qui vont profiter des avantages souterrains. Martial vient de le dire, les simples conseillers du CONOR ne souhaitent même pas que le CONOR parte parce qu'ils ont des avantages. Si M. Sori est élu demain, mais ça va être la même chose, c'est ceux-là. Et c'est pourquoi je dis courageusement que tous ont peur d'avoir la candidature de Didier Drogba, qui n'entretient personne jusqu'à ce moment-là. Mais alors, il faut qu'on sorte de là, il faut qu'on sorte de ces deux candidatures, de M. Idriss, de M. Sidi, de GIS et tout ça. Il faut qu'on donne clairement à une personne neutre qui n'entretient aucun dirigeant, qui n'envoie personne à la Mecque, qui ne paye de moutons pour personne, et puis on va penser au développement du football. Parce que c'est trop compliqué de raisonner comme ça. Tout le monde pense à ce petit calcul. On entretient des dirigeants. Rien que pour voter, ces dirigeants-là ne sont même pas capables même de payer leurs joueurs, simplement parce qu'ils peuvent dire oui à une assemblée générale, on les entretient et ils suivent. Pendant qu'on sait que leurs clubs sont à la traîne, les joueurs ne sont même pas payés, mais c'est eux qui luttent pour élire le président de la fédération. Il faut qu'on sorte de là pour développer le football à un moment donné. Donc franchement, c'est des façons courageuses. C'est vrai qu'il y a l'inculture, mais bon, tout le monde se rend compte que la seule personne qui est dans la cette neutralité, c'est Didier Drogba qui n'entretient pas de club, qui ne vient pas avec quelqu'un et qui va arriver, qu'on tâche d'ailleurs de ne pas voir sortir son argent et qui ne va pas distribuer l'argent aux êtres humains, mais qui va peut-être mettre l'argent au service du football. Il faut qu'on sorte de là pour une bonne fois. Et qui n'amènera pas de dirigeants à la Mecque comme à Rome pour être équilibré, pour équilibrer le débat religieux. On termine avec vous, Chalio, à moins que Gbané pour apporter un grain à votre moulin. On termine sur la question. Non, je pense qu'il faut en sortir cette situation parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est pourquoi, moi, depuis longtemps, j'ai toujours prôné le changement. Il faut qu'il y ait une nouvelle race de dirigeants du football ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, RH, quand tu vas voir des matchs au Champrou, tu t'assois, tu regardes un match lisse, JCA, je dis n'importe quoi, mais quand tu regardes la qualité du spectacle, quand tu regardes même l'attractivité même du spectacle, tu te dis, mais il y a un problème. Moi, il y a un dirigeant qui me disait, il dit, mais souvent, vous ne parlez pas des vrais problèmes. Je dis, quel est le problème? Il dit, mais regarde les recettes des matchs. Avant le Covid, il y a des matchs où les recettes des matchs, les deux équipes se retrouvent avec 5 000 francs. Et puis, on dit que c'est un championnat professionnel. Mais comment on peut s'en sortir? Mais ça, c'est problématique. Il y a un monsieur qui m'a dit un jour même qu'ils sont allés jouer, c'est pas où, et les deux équipes ont eu 1200 francs. Comme on fait des matchs. Non, mais n'en riez pas, mais c'est sérieux. Gbané est resté bouche bée. Non, mais moi, je ne suis pas resté bouche bée. Ça dit que je suis en train de regarder avec étonnement et puis hallucination sur le Yomané. Parce qu'il m'étonne quand même. Il donne des faits. C'est des faits, il donne. Est-ce qu'il y a eu une certaine publicité autour de ces matchs? Est-ce que ces matchs ont été vendus sous le CONOR? Quand le CONOR même arrivé... Avant le CONOR, est-ce qu'on faisait le plein du Champrou? Quand le CONOR même arrivé là, ils ont retiré la retransmission d'un match à la RTI pendant 1 an. Mais avant le CONOR... Je parle d'une situation avant le CONOR. Le CONOR est en transition. Ne remettez pas tout sur le CONOR. Le CONOR est en transition. C'est pas le CONOR qui a créé tout le problème du football ivoirien. Tu as bien dit que si on regarde certains matchs aujourd'hui, aujourd'hui c'est le temps du CONOR. Tu n'as pas, il faut être précis sur les dates. Non, j'ai dit avant le CONOR. Non, c'est maintenant que tu dis avant le CONOR. Si on t'a dit aujourd'hui... Sinon, aujourd'hui, il y a le Covid. Pour vous départager, est-ce qu'avant le CONOR, on faisait le plein du Champrou? Avant le CONOR. Avant l'arrivée du CONOR. Est-ce qu'on faisait le plein du Champrou? Bon, je n'ai pas les statistiques. On s'arrête. Ce que je peux dire, c'est que les matchs souvent ont besoin d'être vendus au public pour que les gens viennent nombreux au terrain. Le dernier mot au partenaire Christian Gouvernier, directeur général de Candes. On vous voit quand ici encore? Bientôt? Bientôt. Ok. Bientôt, personnellement. Et puis, je voudrais dire quelque chose. Comme de tout le temps que je suis venu ici, j'ai pour voisin M. Chalio, donc je lui offre un terrain.
Ah. Bon. Félicitations. Félicitations. Tu ne vas pas aussi faire des jaloux, hein, parce que si tu mets un terrain, je vais en revendiquer. Je vais offrir un terrain à Bané. Mais Bané, tu es jaloux vraiment. C'est pas de la jalousie. Je revendique mon statut. Merci. Je suis aussi son voisin de droite. À mardi pour un autre débat en plateau. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.